Je vais vous parler de bases de connaissances personnelles. Et donc, des excuses parce que c'est un peu l'école normale supérieure, c'est un temple de la science. Ça va être assez peu technique, ce que je vais faire. Hein, c'est-à-dire que j'arriverai dans une deuxième partie de l'exposé à des problèmes techniques. Je vais essayer de dégager plein de sujets de recherche, mais je ne vais pas vous montrer des résultats. En tout cas, pas de ce qu'on a l'habitude de voir, des théorèmes, des machins comme ça. Pratiquement pas. Je vais vous montrer des tas de problèmes et des tas de sujets qui sont des sujets intéressants à la fois scientifiquement, mais aussi sociétalement. Alors voilà l'organisation. Je vais vous parler de dire ce que c'est que les PIMS. Je vais essayer de vous convaincre que ça arrive. Je vais vous parler de sujets de recherche. Et puis je me ferai un peu plaisir quand même dans un peu la fin. Je vous parlerai de 2 résultats qu'on a eus et de travaux qu'on a faits. C'est juste pour vous montrer que je ne passe pas mon temps à écrire des trucs. C'est juste pour une question d'image. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Et puis la conclusion. Alors, le point de départ, c'est celui-là. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire, c'est de vous mettre à un moment où vous n'avez rien à faire, de prendre une feuille de papier et d'essayer de faire la liste des systèmes ou des objets dans lesquels vous avez de l'information. Alors là, je suppose que si vous regardez ça, vous allez en trouver déjà plein. Alors, il y a les systèmes, il y a les réseaux sociaux, il y a évidemment votre mailbox, il y a votre agenda, il y a plein de choses. Il y a votre téléphone, il y a votre Freebox si vous êtes chez Free. Il y a plein de choses, il y a plein d'objets. Et vous faites la liste et vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure que vous écrivez cette liste, vous en découvrez des nouveaux, vous en découvrez des nouveaux. D'accord ? Et ça continue à croître. Et la question, c'est est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Et la réponse est non. Hein, on ne sait plus où on a des données, on ne sait plus ce qu'on en fait. Vous vous posez la question, mais je ne sais pas, ma carte Visa change. Qui a mon numéro de carte Visa? Qui je devrais prévenir? Donc moi, j'ai fait ça récemment et j'ai trouvé 2 endroits et j'en ai oublié 2 autres. Par exemple, à un moment donné, j'ai voulu prendre un Vélib et le vélo m'a dit bah non, votre carte Visa n'est plus utilisable. J'avais complètement oublié que mon Vélib était appuyé sur ma carte Visa. Donc tout ça, vous ne savez plus. Vous avez des données partout, vous ne savez plus les gérer. Alors, les données que vous les produisez activement. Vous avez des données que vous produisez passivement. C'est des gens qui produisent des données sur vous. Il y a des trucs que vous n'imaginez pas peut-être, ou dont vous n'imaginez pas la quantité d'informations qu'un truc comme ça, en permanence, enregistre sur vous. Hein, alors moi je sais ça parce que maintenant j'ai un doctorant qui travaille là-dessus, essayer de comprendre tout ce qu'on fait à partir des données du smartphone, mais c'est impressionnant, on peut savoir absolument tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis il y a des gens qui analysent des données, par exemple Netflix, qui va connaître mieux que vous ce que vous aimez comme film, et je ne parle pas de la NSA ou des renseignements généraux en France. Bien, alors, toutes ces données sont hétérogènes, ce qui est quand même plus compliqué, on ne sait pas très bien intégrer tout ça. Il y a des tas d'ontologies différentes, de terminologies différentes, d'organisations différentes, des systèmes, des protocoles. Tout ça, c'est des qualités très variables, il y a des choses qui ne sont pas précises, il y a des choses fausses, machin, c'est compliqué. Alors voilà, la réalité des choses, c'est qu'à cause de cette situation, à cause de cette fragmentation, parce que j'ai dit que vous avez des données dans 50 systèmes, mais le problème, c'est que ces systèmes ne se parlent pas tellement entre eux. D'accord? Et donc, à cause de cette fragmentation, ça vous devient relativement impossible de le gérer. Alors, moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est Google Desktop. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux pour avoir utilisé Google Desktop. Il y a une époque où tout ce que vous aviez comme données, c'était sur votre desktop. Et puis, vous installiez un logiciel qu'ils appelaient Google Desktop, et vous faisiez search, et vous trouvez l'information. C'était vachement bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça, parce que vos données, elles ne sont plus sur votre desktop. Vos données, elles sont sur le cloud. Vos données, elles sont sur votre téléphone. C'est plus possible, d'accord? Donc, plus possible de faire de global search, plus possible de maintenir ces données. Synchroniser, ça devient une galère. Il faut avoir un PhD en téléphone pour être capable de synchroniser tout ça. L'archivage, personne ne sait très bien ce qui se passe. Le nombre de gens qui perdent leurs photos, etc. Donc vous êtes en train de perdre le contrôle de vos données. Vous n'arrivez plus à contrôler la privacy.
le partage, tout ça, et vous êtes en train d'aussi, d'une certaine façon, de perdre votre indépendance. Alors ça, c'est ce que les gens ne regardent pas particulièrement, mais qui s'appelle vendor lock-in. Je ne sais pas comment on dit en français. Vous êtes collé à un vendeur particulier. Ben, c'est quoi? C'est que vous avez utilisé Dropbox pendant je ne sais pas combien de temps, et puis tout d'un coup, Dropbox vous dit bah, c'est gratuit jusqu'à maintenant, il faut payer. Mais vous aimez bien Dropbox, c'est comme ça que vous avez toutes vos données, et c'est compliqué de sortir. Alors encore, sortir de Dropbox, vous pouvez le faire, ça se fait. Mais il y a des trucs où c'est quasiment impossible. D'accord? Est-ce que vous essayez de sortir de Facebook demain matin pour aller dans un autre réseau social? C'est pas possible, parce que tous vos amis sont sur Facebook. Si vous essayez de sortir de votre système de mail, il faut que vous commenciez par récupérer tous vos mails. Comment vous les récupérez, c'est pas très clair. Bien. Alors voilà. Ça, c'est la situation. Les alternatives, on continue comme ça. Et ce que je pense vous avoir convaincu, c'est que ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que le nombre de sources de données que vous avez augmente, et donc votre frustration et vos problèmes psychologiques vont continuer à augmenter. La deuxième solution, c'est de mettre toutes vos données sur la même plateforme. Alors ça, c'est ce que certaines plateformes aimeraient bien, hein, les grands. Hein, c'est ce que Google, pour ne pas le nommer, ou Apple aimerait bien, c'est que vous ayez toutes vos données chez eux. D'une certaine façon, ça réglerait vos problèmes. Hein, si vous avez toutes vos données chez Google, quand Google saura faire, parce qu'il ne sait pas faire aujourd'hui, il vous offrira Google Desktop chez eux. Moi, je pense que j'aurais besoin d'un psy si je fais ça. Ça ne me plairait pas. Alors, la troisième solution, c'est c'est mal numéroté. La troisième solution, c'est de devenir un geek, si vous ne l'êtes pas déjà. Alors là, je suis peut-être mal placé, il y a peut-être plein de geeks dans cette salle. Les geeks, levez la main. Donc c'est possible. Vous avez certainement un copain parano ou quelqu'un qui aime bien faire ça et qui gère tout lui-même. Donc moi j'ai ça, j'ai un copain qui a son serveur, avec son propre serveur, qui gère chez lui, hein, il ne va pas le mettre chez OVH parce qu'on ne sait jamais, il gère son serveur chez lui, il a exactement son mailer dessus, il a son serveur web dessus, etc. Et puis quand il est en conférence dans le couloir, vous le voyez en train de tapoter sur Internet et il vous dit « je fais du système, il y a un problème, ma machine est plantée, je suis en train de récupérer à partir de la sauvegarde ». Donc c'est possible. Et si vous n'êtes pas encore geek, vous pouvez étudier 2 ans puis le devenir. Supposant qu'ici, tout le monde est capable de devenir un geek dans cette salle, ce n'est pas vrai de 99% de la population. Donc la question, c'est que moi aussi, ce n'est pas le truc que j'ai envie de faire. Donc la solution, c'est d'utiliser un Personal Information System. L'alternative à tout ça, c'est le Personal Information System. C'est une vieille idée qui date de... Enfin, la première référence, en général, on utilise celle de Vannevar Bush en 1945, qui avait déjà cette idée d'avoir un endroit dans lequel vous allez récupérer toutes vos données. Vous foutez tout dedans. Alors, il y en a eu plein qui sont dit régulièrement, il y a un mec chez Microsoft dont j'ai oublié le nom, qui a fait ça aussi. Donc, toutes mes données sont... Puis, j'ai une caméra qui filme en permanence tout ce que je fais, qui enregistre tout ce que je dis. Et puis, je mets ça sur un disque, et tous mes mails, et toutes mes photos, et tous mes rapports, et toutes les recherches que je fais sur le web. Si vous regardez bien, ça, je vous dis ça parce que c'est un peu ce qu'on est en train de faire nous, il y a déjà, avec quelques sources, vous avez déjà beaucoup de choses. Si vous avez tous vos mails, tous vos déplacements sur votre téléphone, tous vos recherches sur le web, votre agenda et votre liste de contacts, vous avez déjà beaucoup de choses. D'accord? Bon, c'est déjà beaucoup de choses sur vous. Alors voilà, donc un système d'information personnelle, c'est un système qui est dans le cloud. Alors pourquoi c'est dans le cloud? C'est parce que vous voulez pouvoir y accéder de partout, et puis qui gère toutes vos informations. Alors ici, le changement de paradigme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a beaucoup de services web et qui tournent sur des machines que vous ne connaissez pas. Alors c'est probablement du logiciel qui est de super bonne qualité. Moi je ne sais pas, Dropbox, je trouve que ça fonctionne bien. Je vais prendre l'exemple de Dropbox. Le serveur de mail de l'INRIA, il n'est pas trop mal. Et j'utilise plein de services comme ça qui sont finalement plutôt bien. J'utilise Google Maps, j'aime bien. Donc il y a plein de software comme ça qui tournent sur des machines
À peu près la seule dont je sais où elle se trouve, c'est le mailer de l'INRIA, et encore, je ne suis même pas sûr. Dans le temps, il était à Rocancourt, maintenant, il est peut-être à Sophia Antipolis. Mais bon, je sais que c'est à l'INRIA. Les autres, quand j'utilise Google Maps, est-ce que j'ai une idée de où se trouve le serveur? Limite, je m'en fous, mais c'est peut-être en Irlande, je ne sais pas. Par contre, il y a mes données. Où se trouve le serveur, je m'en moque un peu. Mais où se trouvent mes données, ça, je ne m'en moque pas. Donc, tous ces services qui sont sur des machines que je ne connais pas, ils tournent avec du software que je ne contrôle pas, et puis avec mes données. Alors, dans le PIMS, c'est ma machine. On va revenir sur ce que ça veut dire, c'est ma machine, c'est à moi. D'accord? C'est mes données, c'est ma machine. Le software, bah, écoute, je ne vais pas tout développer le software, donc je vais tourner du software de gens des softwares que j'aime bien, des logiciels que j'aime bien. Alors, évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas possible pour tout. Hein, je ne sais pas, par exemple, un réseau social, il faut que tout le monde utilise partage, d'accord? Donc, dans ces cas-là, je vais utiliser des services qui vont être extérieurs. Mais je tiens à ce que toutes les données qui sont dans ce service que j'utilise soient aussi chez moi. Donc là, c'est pour Facebook, mais pareil pour une banque. Hein, et on verra comment on y arrive. Mais pour une banque, ma banque, caisse d'épargne, ils ont des données sur moi, je devrais y avoir accès. Et je ne veux pas y avoir accès avec un truc genre PDF, hein. Je veux y avoir accès avec un truc genre base de données, parce que je suis un mec de base de données. Donc je veux y avoir accès avec une API qui soit une vraie API, qui ne soit pas je reçois une fois par mois un PDF. Donc ça, c'est le PIMS. Alors, on va revenir un peu plus en détail, en particulier, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était que ma machine. On va expliquer un peu ça jusqu'à la fin, mais si... avant de me lancer dans les trucs, dans les détails, quelque chose que je veux dire, c'est que ce n'est pas une idée nouvelle. Ça fait, j'ai dit 45, mais peut-être disons depuis les années 70, les gens disent ce genre de choses. Et la seule différence, c'est que, personnellement, et un certain nombre de personnes partagent cette opinion, c'est en train d'arriver. Et donc je vais essayer de vous convaincre, parce que si vous voulez, si c'est juste une belle idée mais qui ne marche pas, puisqu'on l'essaye depuis 30 ans et que ça ne marche pas, vous pouvez arrêter, vous pouvez aller faire autre chose de plus intéressant que de regarder des problèmes de recherche sur un sujet qui ne marche pas, d'accord? Donc là, la question, c'est, ça va arriver, et je vais essayer de vous convaincre que oui. Alors, je vais essayer de vous montrer que ça va arriver en prenant plusieurs angles, des angles sociétaux, des angles industriels, et puis, je ne sais plus quel est le troisième, un troisième qu'on verra. Donc, point de vue sociétal, c'est ça. Les gens commencent à en avoir marre. Alors, ils en ont marre de deux types de comportements. Ils en ont marre du comportement des gouvernements. Si vous avez vu la loi de renseignement récemment, l'affaire Snowden, il y a quand même plein de gens qui ne sont pas contents. Alors, c'est vrai que l'Assemblée nationale continue à voter des lois qui font que le gouvernement a le droit de faire tout ça, mais il y avait quand même plein de gens qui ont dit on n'aime pas ça, et notamment des gens dans l'industrie de l'informatique. Il y a eu ni pigeons ni espions qui étaient signés par quasiment les trois quarts des startups françaises, et qui étaient signés par hasard aussi par l'INRIA, entre autres. Donc voilà, et par Binaire. Donc il y a quelque chose contre le gouvernement. Il y a aussi quelque chose contre les sociétés. Les gens râlent de plus en plus contre ces plateformes. Alors moi, c'est ce que j'appelle l'email de trop. C'est-à-dire, vous envoyez un email à un copain, et puis lui disant, bah ouais, je pense passer mes vacances en Grèce, etc. Et puis tout d'un coup, vous commencez à recevoir de la publicité sur la Grèce. Il n'y a pas un être humain qui va regarder vos emails et qui va dire « Ah, il part en Grèce, je vais lui balancer la publicité ». Tout ça est fait par des robots. Mais c'est quand même désagréable. C'est peut-être qu'un robot qui a découvert que j'allais en Grèce, mais c'est désagréable. Et les gens, ça les frustre. En plus, on développe une certaine paranoïa. Moi, j'ai vu ça, j'avais dit au téléphone à un copain, je ne sais plus quoi, avant-hier, et puis j'ai reçu des mails autour. Puis je me suis dit, mais ils écoutent mes communications téléphoniques. Non, ils n'écoutent pas mes communications téléphoniques, c'est de la paranoïa. Mais n'empêche qu'on finit par développer ce genre de pattern, parce que les gens n'aiment pas savoir qu'il y a cette espèce de dissymétrie. Hein. Vous êtes en train de travailler avec des plateformes qui savent tout sur vous, et vous ne savez rien. Vous ne savez même pas ce qu'elles ont de vous. Réfléchissez à toutes les informations que garde que l'accéléromètre de votre téléphone reçoit. Est-ce que quelqu'un a ces informations? Moi, j'ai un téléphone Orange. Est-ce que Orange a ces informations? Mais c'est un téléphone d'Apple. Est-ce que Apple a ces informations? Eh bien, j'ai bien peur que les deux l'aient. J'ai bien peur que les deux aient cette information
qui est par exemple mes mouvements GPS, alors que moi je ne les ai pas. Si je n'installe pas une app ou si je ne paye pas un service, je ne les ai pas, ces informations. Ils les ont sur moi. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez désagréable. Et puis les gens commencent à s'apercevoir avec le quantified self qu'on génère de... Il commence à y avoir cette notion, vous entendez, alors même on entend des trucs un peu qui n'ont rien à voir, mais qui sont un peu ouf, mais sur le fait que vos données valent de l'argent. Oui, d'un autre côté, on vous donne des services gratuits, il ne faut pas vous étonner. Mais les gens commencent à dire peut-être que je pourrais faire de l'argent avec mes données. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais les gens commencent à réaliser quand même que tout ça, ce n'est pas gratuit. Alors, la société est en train de bouger. On voit ça, par exemple, avec des régulations au niveau européen, des régulations en Europe, en France. Un truc qui est un mouvement qui est assez intéressant, c'est un mouvement qui s'appelle Vendor Relation Management. Vous avez probablement entendu parler, c'est très, très important dans l'industrie, du Customer Relation Management, c'est-à-dire un industriel a toute une base de données de tous ses clients et fait de l'analyse sur les bases de données de tous ses clients. Eh bien, moi, en tant qu'individu, je veux le symétrique. Je voudrais avoir une base de données de tous les gens chez qui j'achète quelque chose. Il y a des systèmes qui commencent à faire ça. Il y a eu plein de rapports qui ont dit qu'il fallait aller dans cette direction-là, de plein d'instances. Et puis alors, il y a des trucs que j'aime bien. Alors en France, ça s'appelle Mes Infos. C'est quelque chose qui est fait par la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, une association que je vous conseille de suivre. Ils font des trucs vachement bien. Et la FING, ils ont sorti un système dans lequel ils mettent en rapport des individus, vous, mais aussi des gens qui leur procurent des services. Alors ça peut être des compagnies de téléphone, ça peut être des banques, ça peut être des assurances, ça peut être des magasins d'Arty ou des choses comme ça. Je ne sais pas si Darty est dedans, mais ce genre de magasins. Et essentiellement, tous les gens qui participent à Mes Infos se mettent d'accord sur une espèce de règle qui est de dire, eh bien, les informations que j'ai sur Monsieur Machin, je vais lui fournir avec une API qui soit digne de ce nom. Alors, ce n'est pas Monsieur Machin qui veut utiliser l'API, il veut utiliser des services qui utilisent cette API. D'accord ? Donc ça, c'est la réalité. Alors, deuxième chose sur laquelle je vais aller un peu vite parce qu'on reviendra dessus dans la recherche, il y a plein de raisons pour lesquelles la technologie est devenue plus facile. Alors typiquement parce que l'administration de système est plus facile. On peut administrer un système aujourd'hui en utilisant des trucs comme la virtualisation, des choses comme ça, de façon beaucoup plus simple que c'était il y a 20 ans. Il y a beaucoup de services qui sont en open source. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez installer votre serveur de courrier en open source, mais par exemple, si vous en avez marre d'aller chez Dropbox, vous pouvez vous installer votre Dropbox en open source. Il y a des NAS, il y a des trucs comme ça. Et alors surtout, le prix des machines. Le prix des machines est vraiment tombé, parce que si vous devez vous installer votre propre machine, eh ben, il ne faut pas que ce soit trop cher, parce que les gens ne vont pas passer 100 € par mois pour avoir leur système personnel. Aujourd'hui, vous avez à 5 € par mois et même moins cher, vous pouvez avoir une machine virtuelle chez OVH, par exemple. D'accord ? Et alors donc, à 5 € par mois, bah, ça peut être absorbé dans le prix d'autre chose. Ça peut être absorbé dans le prix de votre accès à Internet ou dans le prix de votre accès à la box. Une box pourrait rendre ce genre de service. Je parle de Freebox ou Bbox, ce genre de choses. Alors, il y a plein de systèmes, plein de projets là-dedans. Ça dure depuis des années. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne veux pas vous donner l'impression que ça a commencé cette année. La seule chose, c'est que maintenant, on est peut-être à un moment de bascule. Et puis là, j'ai mis quelques services qu'on peut avoir avec, dans ce genre de système. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les industriels commencent à s'y intéresser. Et alors, j'ai mis ça, j'essaie de catégoriser les industriels, de classifier les industriels qui s'intéressent à ça. Alors, il y a ce que j'appelle les industriels pré-numériques. Alors, les industriels pré-numériques, c'est les gens comme les hôtels, les banques. Alors, ces gens-là, ils n'ont rien compris à Internet. D'accord ? Ils ont vu Internet arriver, ils ont dit bof. Et puis, tout d'un coup, ils se sont trouvés face à face à des gens qui s'étaient mis en intermédiation entre eux et leurs clients. C'est typiquement ce qui s'est passé pour les hôtels. Tout d'un coup, les hôtels, ils n'avaient plus le contact avec leurs clients parce qu'un nombre important de clients passait directement par Booking. À partir du moment où Booking fait ça, il peut commencer à monter la part du prix qui va à Booking au lieu d'aller à l'hôtel, etc. etc.
Les banques, c'est pareil, ils ont vu débarquer des banques sur Internet qui donnaient des avantages qu'eux ne pouvaient pas donner. Donc tout ça, ces gens-là, ils se disent, les Personal Information Management Systems, les PIMS, c'est bien pour nous, parce que dans un PIMS, je suis à égalité avec les grands de l'Internet. Sur Internet, sur le web, je ne suis pas à égalité. Ils sont beaucoup plus forts que moi parce qu'ils ont toute la techno, ils savent tout faire, etc. Par contre, à l'intérieur d'un PIMS, on est à l'égalité. Et à égalité, moi, je suis un hôtel, je sais mieux m'occuper des hôtels que Google ou Booking. Donc ça les intéresse beaucoup à cause de ça. Les gens qui ont peut-être sauté le plus vite sur ce truc-là, c'est les gens qui avaient déjà des objets connectés, typiquement chez vous. Par exemple, un Internet Gateway ou des serveurs NAS ou des box télé. Ces gens-là se sont dit, mais peut-être qu'on pourrait rajouter une couche logicielle à par exemple, notre box télé. Une box télé, il faut dire aujourd'hui que vous achetez ça en Chine pour une centaine de dollars. Donc les marges qu'ils vont faire là-dessus, c'est devenu misérable. Ils ne gagnent plus rien. Ils gagnent sur le service, sur les films qu'ils vous donnent, la vidéo, etc. Mais sur la boîte elle-même, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, ils se disent, mais si sur la boîte, on commence à donner d'autres services, par exemple, il y a des gens qui vous donnent des digital lockers, des choses comme ça, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire payer. Alors ça, c'est assez important. Alors évidemment, il y a aussi les gens qui sont les grands de l'Internet. C'est ceux qui seraient le mieux à même de fournir ce genre de service, parce qu'ils savent faire ça. Des gens comme Salesforce, par exemple, font ce genre de service pour les entreprises. Donc ils pourraient faire un service pour les particuliers qui serait du même niveau. Ils savent faire ça. Salesforce, ils ont développé des technologies pour arriver à mettre sur un système base de données une centaine de clients qui partagent les tables, qui partagent tout. Enfin, c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire en garantissant la privacy de chacun. Et ça, ils font des trucs superbes. Donc, ils sauraient faire ce genre de choses et peut-être qu'ils vont le faire. Alors, il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Je pense des gens comme Facebook ou Google, parce que ces gens-là, ils ont dans leur ADN le fait qu'ils vendent vos données, qu'ils monétisent vos données. Et ça, c'est complètement orthogonal à la notion de PIMS, où on n'est pas là pour monétiser les données, puisque les données, elles sont à vous, elles ne sont pas à eux. Alors, il y a aussi un avantage de rééquilibrer Internet, le web, de donner plus de puissance aux utilisateurs et d'aller vers un web qui est un peu plus neutre, d'essayer de gommer ces déséquilibres, cet effet de réseau qui fait que sur le web, les plus gros deviennent de plus en plus gros et les autres se font laminer. Alors, pour moi, le plus gros avantage, et c'est pour ça qu'on va tomber sur des problèmes de recherche, le plus gros avantage, ce n'est pas tout ce que je vous ai dit. Si vous dites aux gens, vous allez prendre un PIMS parce que vous allez rééquilibrer le web, ils s'en foutent. Peut-être que dans une conversation de salon, ils vont être d'accord avec vous. Quand vous allez leur dire, mais il faut que vous récupériez vos données, le contrôle sur vos données, ils vont vous dire oui, il ne faut pas que Apple ou Google ou Facebook sachent tout de vous, ils vont vous dire oui. Mais après, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une espèce de schizophrénie des utilisateurs, y compris moi. C'est-à-dire que j'ai un discours hyper protecteur sur la privacy de mes données, et puis après, dès que je sors, je vais utiliser Facebook comme tout le monde. D'accord ? Donc on est tous comme ça. Enfin, pas tous, il y a peut-être quelques personnes qui se protègent, mais quand vous faites des études sociologiques, les gens sont de plus en plus conscients du fait qu'ils se mettent en danger en exposant trop leurs données, mais dès qu'il y a une app un peu cool qui arrive, ils se l'installent tout de suite et ils jouent avec, parce que c'est cool. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est, à mon avis, c'est pareil pour ça, c'est les gens bougeront pour ce genre de système parce qu'ils vont y trouver des avantages. Alors moi, celui que pour moi est le primordial, et c'est un sujet sur lequel je travaille, c'est le search, c'est la question, c'est aller retrouver de l'information. Si vous avez sans doute très souvent regardé ce genre de choses, vous êtes là en vous disant oui, alors, je me rappelle que j'ai lu quelque chose sur un bouquin. Je pense que c'était un bouquin norvégien, mais c'était dans quel contexte? Et là, vous êtes foutu. Je n'ai pas tapé sur Google bouquin norvégien dans je ne sais pas quel contexte. Donc, par contre,
Par contre, le système peut essayer de vous aider à retrouver ça. Parce que le système peut aller regarder dans quel contexte peut-être vous êtes allé sur le web et puis vous avez fait une recherche et cette recherche, elle est stockée quelque part. Donc on peut regarder si vous avez fait une recherche sur un livre norvégien récemment. Et alors peut-être que vous allez vous dire, mais je me rappelle quand j'ai fait ça, c'est le jour où je suis venu voir Claire à Ulm parce qu'on devait rencontrer machin. Et donc là, dans vos papiers, il y a exactement cette information que vous êtes allé à Ulm à telle date et que vous avez rencontré Claire à telle date. Et donc, on va retrouver cette information et à partir de là, on va essayer de dérouler. On va regarder qui vous avez rencontré ce jour-là sur votre agenda. On va regarder qu'est-ce que vous avez fait comme recherche sur le web ce jour-là. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Et ça, si vous réfléchissez bien, c'est strictement impossible si on regarde tous les fragments d'informations que vous avez dans 18 systèmes. Pour y arriver, il faut arriver à récupérer toutes ces informations et les intégrer. C'est ça qui est intéressant. Et quand vous regardez bien Siri ou ce genre de gadget qui est supposé être votre assistant personnel, c'est des gadgets. Ils n'ont aucune information. Ils n'ont pas assez d'informations pour être des vrais assistants personnels. Par contre, si vous avez récupéré toutes les informations dont j'ai parlé tout à l'heure, les informations clés, vous pouvez avoir un vrai assistant personnel. Bien. Alors, quels sont les sujets de recherche? Je m'aperçois quand même que j'ai zappé une question qui était, je vous ai dit, je vous en parlerai, je pensais que c'était plus tard, mais ça y est pas. C'est sur quelle machine ça tourne, ce truc-là. D'accord? Je vous ai dit, je vous en parlerai. Donc la question, c'est, moi, à la limite, je m'en fous, sur quelle machine ça tourne. La seule chose, c'est que cette machine, elle doit être à vous virtuellement. C'est-à-dire que soit c'est ce que fait un de mes potes, c'est un ordinateur qu'il a installé chez lui, qu'il a branché et qui est connecté à Internet depuis chez lui, pourquoi pas. Si vous êtes d'accord pour gérer ça, c'est un peu compliqué. Ça peut être un ordinateur que vous louez sur le cloud. D'accord? Alors, il y a par exemple une société qui s'appelle Cozy Cloud, avec qui j'ai pas mal discuté, qui fait ce genre de service. Alors, vous allez me dire, attendez, c'est du n'importe quoi. Je vais enlever toutes mes données sur 10 systèmes pour les donner à un système? C'est quoi ça? Non, il y a une grande différence. C'est que ce système, vous payez pour. Tous les systèmes que vous utilisez sur le net aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont gratuits et qui ne vivent que parce qu'ils monétisent votre information. Si vous prenez si vous louez un système, un serveur chez un provider, cette information, vous avez un contrat avec. Et ce contrat stipule expressément, et vous payez 4 € par mois pour ce contrat qui dit que les données qui sont sur ce système sont à vous, que vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, mais que personne n'a le droit de les regarder. À la limite, si vous êtes parano, vous pouvez même pouvoir demander qu'elles soient cryptées. D'accord? En tout cas, c'est à vous. D'ailleurs, après la loi de renseignement, vous voulez probablement demander qu'elles soient cryptées. Si vous voulez vraiment que personne, y compris les renseignements généraux, puisse regarder vos données. Bien, alors les questions de recherche. Les problèmes de recherche, il y en a plein. Alors, ce n'est pas des problèmes théoriques. Il y a assez peu de problèmes théoriques là-dedans, désolé. C'est des problèmes assez pratiques et ce n'est pas non plus très souvent des problèmes très nouveaux. Donc là, par exemple, ah oui, il faut que je pense à la caméra. Donc, ce n'est pas des problèmes très nouveaux, il y a l'intégration de données. L'intégration de données, ça fait à peu près 20 ans que j'en fais dans différents contextes. Donc, en fait, je veux dire, je suis en train de revendre ce que j'ai déjà fait. Ce n'est pas complètement vrai, il y a des différences assez considérables entre l'intégration de données personnelles et de l'intégration de données d'entreprise ou de l'intégration de données massives. Typiquement, on verra quelques-uns des aspects qui sont un peu différents. L'analyse de données. Tu vois, tu as encore du travail, hein. Mais là, on n'est pas dans le big data analysis, on serait plutôt dans le small data analysis. Mais ce n'est pas parce que c'est small que c'est forcément plus facile, parce que justement, il y a peut-être, à la limite, statistiquement, on peut trouver des trucs plus facilement sur des très gros volumes que sur des petits volumes où des informations sont manquantes. Alors, il y a plein d'autres sujets dont je ne vais pas parler plus loin, mais qui sont intéressants, qui sont le principe epsilon, c'est-à-dire que l'administrateur, la personne, l'individu, ne veut pas perdre de temps à faire de l'administration. La personne ne veut pas perdre de temps à spécifier des contrôles d'accès, par exemple. Ça, c'est un sujet de recherche qui est assez passionnant. Il y a peu de gens qui travaillent là-dessus.
Vous demandez à des utilisateurs de faire des contrôles d'accès et ils foirent. Ils ne comprennent pas. Regardez Google+, ils ont essayé de proposer des systèmes d'accès, contrôle d'accès un peu sophistiqués, avec des groupes, etc. Les gens ont fait n'importe quoi. L'utilisateur moyen, et je me mets dedans, hein, j'oublie que je suis informaticien, je me mets comme utilisateur, je n'ai pas envie de m'emmerder avec des contrôles d'accès, je n'ai pas envie de m'embêter à spécifier des règles d'accès, c'est le système qui doit les comprendre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Synchroniser des tâches, faire du séquencement, faire du workflow, mais alors encore une fois, on n'est pas du workflow d'entreprise, là on est du workflow chez moi. On parlait de binaire tout à l'heure. Quand je finis un article de binaire, je voudrais séquencer un certain nombre de tâches qui sont, je voudrais d'abord que quand j'ai écrit l'article, il y a un tweet qui soit envoyé, et puis en même temps, je voudrais que sur mon blog perso, il y ait une petite annonce de l'article, et puis en plus, je voudrais que l'article soit sauvegardé à tel endroit. Je voudrais faire un petit workflow qui est tout bête. Alors sur ce cas particulier, il y a une partie qu'on peut trouver, mais encore une fois, il faut installer un logiciel, il faut faire des trucs très compliqués, il faut sauter en l'air, alors que normalement, ça devrait être simple de faire ça. On sait faire ça. Les contrôles d'accès, l'échange d'informations, la sécurité, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, sur la sécurité de PIMS à Rocancourt, autour de Philippe Pucheral. Le contrôle d'objets connectés. Alors, c'est beaucoup autour d'intégration. Alors là, dans ce document, j'ai voulu montrer, sur cette diapo, j'ai voulu montrer le fait qu'il y a plein de choses différentes. Il y a des services locaux. Alors, vous avez installé votre propre Dropbox, vous avez vos propres données dans la Dropbox. Mais il y a des services externes. Vous avez installé Facebook, donc avec Facebook, ça ne tourne pas chez vous, ça tourne ailleurs, mais vous avez peut-être les données de Facebook. En tout cas, vous pouvez les récupérer par l'API. Ou vous avez votre banque. Ce n'est pas vous qui allez tourner le système transactionnel dans votre truc, ça tourne à la banque. Mais ce que vous voulez, c'est récupérer les données. Et puis alors, il y a des trucs qui commencent à se développer, qui pourraient être intéressants. C'est des systèmes complètement décentralisés. Alors par exemple, un Facebook décentralisé qui s'appelle Diaspora. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire notre réseau social sans forcément donner toutes nos données à quelqu'un? Les échanges entre nous en pair à pair. Donc ça, c'est génial sur le principe. C'est encore assez confidentiel dans les utilisations. Je suis sûr que vous avez beaucoup de copains chez Facebook et pas beaucoup chez Diaspora. Donc tout ça, c'est de transformation d'informations en connaissances. Et là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut passer aux connaissances. Parce qu'essentiellement, les machines peuvent raisonner sur des connaissances plus que sur du texte. Donc même si beaucoup d'informations qu'elles vont récupérer sur les réseaux sociaux, dans vos mails, etc., sont du texte, eh bien, il y a quand même beaucoup plus de choses que vous pouvez faire avec de la connaissance. Et donc, l'extraction de connaissances de toutes ces informations disponibles est la première étape. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas complètement nu. De l'extraction de connaissances, on en fait déjà depuis plein d'années. Hein, il y a des trucs qui ont... Je veux dire, par exemple, on a généré des connaissances comme Yago à partir de Wikipédia, on a une grosse encyclopédie avec plein de textes, on fait mouliner et on vous sort Yago. C'est une base de connaissances où il y a à peu près toutes les connaissances que vous pouvez trouver dans Wikipédia. Alors voilà la thèse sur laquelle moi je travaille, hein, qui est toutes ces données personnelles, tout ce web personnel et tous ces utilisateurs, on va transformer ça en des systèmes qui sont des bases de connaissances distribuées, qui analysent l'information, qui extraient des connaissances, qui les changent, qui l'infèrent. Et je vais vous parler du travail qu'on fait dans cette direction-là. Je voulais juste citer un truc sur lequel je ne travaille pas, mais qui est intéressant, c'est de faire du Personal Data Analytics. Alors, si vous voulez, on est orthogonal. C'est ça que je veux passer comme idée. Le modèle est complètement différent. Dans le modèle classique, vous avez une appli qui a 500 000 Netflix, qui a 500 000, 1 million d'utilisateurs et qui fait de l'analyse très très poussée sur ces 500 000, 1 million, 10 millions d'utilisateurs. Donc là, on est dans le big data. Dans Personal Data Analytics, vous avez un utilisateur qui a ses... alors on n'est plus dans 500 000, 1 million, qui a ses 100, 200, 300 applications avec ses données dessus et qui essaye de faire de l'analytique sur ces données. Alors évidemment, ça n'empêche pas
d'essayer de consolider ça avec plein d'utilisateurs. Donc, par exemple, nous, on travaille sur les histoires sur les déplacements multimodaux dans la région parisienne. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'analyses sur les déplacements multimodaux sur la région parisienne avec un seul utilisateur en regardant tout ce qu'il fait. Vous trouvez plein de choses. Mais évidemment, si vous avez accès ou si vous acceptez d'échanger des données entre plein d'utilisateurs, vous allez pouvoir aussi avoir de l'analyse de la foule. D'accord ? Ce n'est pas sur un utilisateur qu'on va pouvoir avoir toutes ces informations-là. Donc, il y a une question de comment on peut faire de l'analytics au niveau de la personne, au niveau d'un groupe de personnes, en maintenant la privacy, etc. Il y a plein de sujets très intéressants. Mais je ne travaille pas là-dessus. Sur le quantified self particulier, c'est un sujet, je passe, c'est assez intéressant. Donc là, je voulais juste mentionner, faire un peu de pub pour des choses que j'ai faites récemment. Donc il y a un article dans Communication of the SCM sur les PIMS, avec Benjamin André, qui est le PDG d'une start-up qui vend des PIMS, et Daniel Kaplan, qui est un des directeurs de la FING. Le deuxième bullet, c'est un tutorial à Extending Database Conference conférence. C'est avec Amélie Mérian et c'est un tutoriel sur les PIMS. Donc si vous n'avez pas assez d'informations sur les PIMS aujourd'hui, parce que j'étais quand même assez vite, là il y a tout un tutoriel qui vous donne en particulier toutes les références sur les différents projets qui ont déjà travaillé là-dessus. Et puis là, c'est un certain nombre de travaux qui sont en cours. Donc on essaie beaucoup, enfin, ce qu'on aimerait bien faire avec Amélie et Marian et Pierre Sénélard, c'est faire de l'intégration de connaissances sur toutes les données personnelles. Et donc là, on a des étudiants qui regardent des aspects particuliers. Donc David Motoya qui regarde le smartphone et tout ce qu'on peut inférer et trouver comme information sur le smartphone. Karima Rafes qui regarde les objets connectés. Et Jacob qui regarde les données du search. Et toute l'idée, c'est quand même, il y a des étudiants chez Amélie Marian à Rutgers qui font un peu la même chose sur Foursquare, des réseaux sociaux. Elle s'intéresse plus aux réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre tout ça dans la même base de connaissances. Et l'idée d'une base de connaissances, c'est pas juste de rajouter. Ce qui est intéressant comme sujet, c'est d'aligner, d'être capable de trouver les liens entre ces différentes connaissances. Donc je vais aller très rapidement sur WebDAMLog, essentiellement pour vous donner presque une connaissance subliminale et vous donner envie de le lire peut-être. Donc c'est des règles comme Datalog, c'est une extension de Datalog pour ceux qui connaissent Datalog, c'est-à-dire des clauses de Horn pour ceux qui sont plus en logique, c'est-à-dire le cœur de Prolog, c'est-à-dire Prolog dans lequel vous avez enlevé tous les trucs dégueulasses, le cut, la négation, tous ces machins. En tout cas, vous avez peut-être une négation, mais une négation propre. C'est pas que j'aime pas Prolog, c'est que Prolog est un langage de programmation. Là, on n'est pas dans le langage de programmation, on est dans le langage de description de connaissances, qui est beaucoup plus simple qu'un langage de programmation. Donc on a étendu avec plein de choses, et notamment la délégation, et ça peut intéresser. C'est quelque chose qui permet de faire travailler des peers autonomes et asynchrones, d'obtenir toute une espèce de dynamique, de se faire... Typiquement, les bases de connaissances, vous pouvez vous échanger des faits. Donc vous posez une requête, vous êtes dans un cas distribué, ça a été étudié, beaucoup ça, vous avez votre petite base de connaissances, j'ai la mienne, et puis je vais vous poser une question, vous allez m'envoyer des faits, et puis vous allez me poser une question, je vais vous envoyer des faits, c'est comme ça qu'on fonctionne. En s'envoyant des faits. Nous, on peut s'envoyer des règles. Et le fait de s'envoyer des règles, c'est assez intéressant parce que d'une certaine façon, ça me permet de devenir plus intelligent. C'est-à-dire que je découvre un nouveau service, par exemple, ben, le service va m'envoyer un certain nombre de règles pour que je puisse travailler avec ce service. J'ai deux ontologies qui m'intéressent, ben, je vais chercher sur le web des règles qui vont me permettre d'aligner ces deux ontologies. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien faire. Ça permet aussi de faire du calcul distribué, si vous voulez. Si je veux faire un gros calcul distribué et que je n'ai pas les ressources, et bien, ce que je vais faire, je vais aller demander à un ami, je vais poser un certain nombre de règles chez cet ami pour qu'il fasse le travail pour moi. Donc ça, c'est ce que fait WebDAMLog. Donc les règles, je vais plutôt vous montrer... Alors, ça fait un certain nombre de trucs. Ça permet de faire des updates, des mises à jour, d'envoyer des messages entre les pairs. Typiquement, alors pas WebDAMLog, mais un concurrent
qu'on utilise d'ailleurs, ce sur lequel on base WebDAMLog, c'est un système qui a été développé à Berkeley, et ils ont écrit tout un Internet Router, tout ce qui fait le routage sur Internet, en 50 règles. Et leur système ne va que 10 à 15% moins vite qu'un routeur écrit avec 300 000 lignes de Java. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. On peut faire des trucs avec ce genre de... Et on a construit au-dessus de leur système parce que justement, eux, ont fait un système qui est assez efficace. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà un exemple que je peux vous montrer ici. C'est une règle qui permet d'envoyer des messages de bon anniversaire. Et ce qui est intéressant dans cette règle, sans vous donner les détails, c'est que les dollars disent des variables, et donc le nom de la fonction, le nom du message que vous envoyez et le pair, la machine à laquelle vous l'envoyez, c'est des variables. Et donc, suivant les personnes, voilà, suivant ce qu'il y a dans la base de données, ben pour une personne, je vais envoyer Happy Birthday, pour un autre, je vais envoyer bon anniversaire. Alors, c'est un truc sur lequel je n'ai pas du tout parlé, mais qui est très important dans ce contexte, c'est la plupart du temps, les informations sont imprécises, incohérentes, il y a des conflits. Alors, en logique, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas gérer une théorie dans laquelle il y a à la fois A et non A. Alors, nous, on a réglé ça avec les probabilités, c'est-à-dire qu'on va raisonner dans un monde où tout est probabiliste, et peut-être que si on nous dit que si vous posez la question à votre réseau social pour dire où se trouve Alice, eh ben, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont vous dire qu'elle est à Paris et d'autres qui vont vous dire qu'elle est à Londres. Et donc, comme elle ne peut pas être à deux endroits différents, il y a une contradiction et normalement, vous devez arrêter tout en disant non, j'ai une contradiction, ma théorie est contradictoire. En fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va arriver à raisonner de façon probabiliste et dire, bon, bah, elle est à Paris avec 80% de probabilité et à Londres avec 20%. Ça complique énormément les calculs. En théorie, même, ça les rend quasiment impossibles. Si vous voulez raisonner sur des probabilités exactes, ça vous les rend impossibles. Par contre, en utilisant des techniques standards de sampling ou des choses comme ça, on arrive à avoir des réponses approximées qui fonctionnent bien. C'est un peu compliqué. Imaginez un réseau dans lequel des rumeurs circulent comme ça. D'accord ? Des rumeurs qui peuvent être contradictoires dans des boucles. C'est pas facile. Il y a un problème qu'on a énormément, c'est très souvent, quand vous avez des informations probabilistes, vous ne pouvez pas être complètement certain de l'indépendance des événements qui sont là-dedans. Parce qu'évidemment, si on met tout sur la table et si on dit tout, vous allez pouvoir tenir compte des dépendances. Mais la plupart du temps, les gens ne veulent pas donner toutes leurs sources d'informations. Ils veulent bien vous dire, moi je pense qu'Alice est à Londres, mais ils ne vont pas vous dire, c'est son petit copain qui me l'a dit, parce qu'il m'a dit de ne pas le dire, tu vois. Donc voilà, c'est le genre de problème qu'on regarde. Des problèmes de contrôle d'accès. Donc je passe là-dessus parce que je vais avoir le temps de répondre aux questions. Donc le système, on l'a développé. C'est des étudiants qui ont écrit la plupart. Et peut-être juste il est écrit en Ruby, mais ce qui est important, c'est qu'il est au-dessus du système Bud de Berkeley. Donc en gros, on compile pour se traduire dans un programme Bud. Mais on a à faire énormément de travail parce que Bud est très statique. En particulier, Bud n'échange que des faits et nous, on échange des règles et ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Publicité pour un certain nombre de travaux. Il y a un papier à Sigmod qui vient d'être accepté sur l'évaluation de performance du système qui montre que le système et même son contrôle d'accès est relativement performant. Et je voulais arriver aux conclusions. Donc je freine un peu. Alors, en fait, je vous ai donné deux thèses dans cet exposé, même si je les ai un peu mélangées. La première est au niveau des informations, c'est-à-dire qu'on devrait regagner notre contrôle d'information en faisant des systèmes d'information personnels, mais des systèmes d'information. Et la deuxième thèse, c'est qu'on devrait passer des informations aux connaissances. Et je n'ai pas pu la développer énormément, mais le mot que vous devez garder en tête, c'est que des humains sont très à l'aise avec des informations. Des humains lisent une revue dans TripAdvisor et comprennent ce qu'il y a dedans. Un système n'est pas capable de comprendre ce qui est écrit dans la revue de TripAdvisor. Par contre, ce que commencent à faire certaines personnes, c'est d'essayer d'extraire des connaissances de la revue de TripAdvisor. Alors des connaissances, c'est quoi? C'est, bon, alors la note,
Alors ça, c'est des métadonnées assez bateaux, tout le monde fait ça. TripAdvisor vous dit la moyenne, mais vous dit des choses plus intéressantes. Est-ce que c'est un restaurant plutôt intime ou est-ce que c'est un restaurant plutôt où c'est assez silencieux, où on va pouvoir travailler ensemble? Est-ce que c'est un restaurant pas cher où je peux passer en vitesse pendant un sandwich ou est-ce que c'est un truc où je peux aller pour un anniversaire de mariage? Donc ce genre d'information, ça existe, il est dans les textes. Mais ça, un humain va lire 10 références, 10 posts de TripAdvisor et va le comprendre, mais une machine, il faut qu'elle l'extrait. Donc, il faut passer aux connaissances. Et puis, ça a plein de sujets de recherche. Je vais mentionner d'autres sujets de recherche qui sont des trucs qui sont moins standards. Alors, une des difficultés de ce contexte-là, et des PIMS aussi d'une certaine façon, c'est que très souvent l'information, vous ne l'avez pas. Dans les systèmes traditionnels, vous aviez votre base de données, quelqu'un posait la question, vous mouliniez, et puis vous aviez la réponse. Dans ces systèmes-là, peut-être que la réponse, elle n'est pas chez vous, peut-être que la réponse, il faut la demander à un copain, peut-être que la réponse, il faut la demander au web, peut-être que, d'accord? Et la question, c'est où je dois savoir ce que je peux demander? Où trouver l'information? À qui demander? Et comment je sais que cette information est dehors? Comment je sais que je ne peux pas avoir l'information? Ça, c'est peut-être le plus compliqué, d'accord? Je sais pas, vous demandez à une base de données de la base de données de l'ENS quel est le numéro de téléphone de Francis et on vous donne la réponse. Ou on vous dit je ne l'ai pas. Mais là, sur le web, peut-être que si je demande à tous les gens de l'ENS, il y en a un qui l'a. Peut-être que si je cherche sur le web, c'est marqué quelque part. D'accord? Où je vais m'arrêter pour trouver cette information? Quelles sont les ressources? Donc là, il y a un problème aussi de quelles ressources je veux bien mettre pour trouver une information. Alors la deuxième chose qui moi m'intéresse et sur laquelle on a très peu de... À mon avis, on est assez mal là-dessus, c'est les gens aiment bien comprendre qu'on leur donne des réponses. Reprenons l'exemple de Alice. Si vous demandez au système, à votre réseau social, où est Alice et que le système vous répond « elle est à Londres », vous n'êtes pas très satisfait. Par contre, si le système vous répond « elle est à Londres, j'ai trouvé ça avec une probabilité de 95%, vous êtes déjà plus content. Mais ce que vous aimeriez bien demander au système, c'est pourquoi. Et alors là, c'est compliqué, parce que pour trouver cette information, il a contacté une cinquantaine de personnes, il a fait des tas d'inférences, il a calculé avec des probabilités des trucs de ouf. Alors, on n'est pas encore dans l'analyse big data, mais on est déjà dans des trucs qui peuvent être, je ne sais pas, des millions d'opérations. Et alors, comment, sur ces millions d'opérations, être capable de dire... Et alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, sur ces trucs-là, c'est qu'il y en a qui viennent en creux. Il peut y avoir une information qui est que, je ne sais pas, un fait quelconque qui va non pas servir à prouver qu'Alice est à Londres, mais arriver à contredire l'autre rumeur qui est qu'elle est à Paris. Et alors pourquoi? Parce qu'elle a dit dans un message « je ne remettrai pas les pieds à Paris pour tout l'or du monde ». Donc c'est quelque chose de négatif. Hein, elle a dit qu'elle ne serait pas à Paris. Mais ça, est-ce que vous allez donner ça comme réponse? Alors moi, je pense qu'elle est à Londres parce qu'on m'a dit qu'elle était à Londres et parce qu'elle a écrit qu'elle ne reviendrait pas à Paris pour tout l'heure du nom. C'est une bonne réponse. Et pourtant, c'est négatif. Donc ça, c'est une question sur laquelle on travaille un peu, mais on a du mal, qui est quand on a un système avec beaucoup d'inférences et des probabilités, d'arriver à expliquer le résultat. On ne sait pas faire. Alors la sérendipité, ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. J'étais hier avec des journalistes et ça, ils flashent complètement là-dessus. Alors, l'idée, c'est que si vous regardez, je ne vais pas dire ce qu'il y a sur le transparent, vous pouvez le lire aussi bien que moi, mais si vous regardez aujourd'hui comment les informations qu'on vous donne, on vous les donne de deux façons différentes. On vous les donne soit basées sur la popularité, alors l'exemple typique, c'est le PageRank de Google. Si une information est très populaire, elle est plus distribuée. Twitter fonctionne un peu comme ça. Soit par de la personnalisation. Donc là, par exemple, EdgeRank de Facebook fonctionne beaucoup pour ça.
C'est parce que c'est quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui est un proche de vous. Donc, important, c'est personnalisation. Et donc, si vous arrivez à continuer à améliorer les systèmes, vous finirez par avoir des systèmes qui vont être parfaits et qui vont vous donner toujours la meilleure information du monde. C'est ce que j'appelle l'assistant ordinateur parfait. Il vous donne toujours la meilleure information du monde. Ça va être super chiant. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise. Il n'y a pas de... alors, ce qui moi me gêne aussi, c'est que sur le côté popularité, c'est qu'il n'y a aucune surprise, on va vous toujours donner les trucs les plus populaires. Et sur le côté personnalisation, ça me choque aussi parce que si on est deux à demander l'information, on ne va pas avoir la même réponse. Donc il n'y a plus de vérité. C'est-à-dire que vous, on va vous encourager à vous refermer sur vous-même, à regarder des trucs avec lesquels vous êtes d'accord, donc vous êtes de plus en plus d'accord avec vous-même, et on va vous présenter le minimum de choses qui pourraient vous contredire. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Je ne suis pas sûr. Les journalistes sont à fond contre ce genre de choses. D'accord. Donc la question, c'est comment on peut introduire de la sérendipité dans les programmes. Alors ça semble être, à première vue, c'est presque du aléatoire. On va rajouter une grosse variable aléatoire. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas suffisant. Si l'exemple que j'aime bien, c'est le libraire du coin de la rue, le bibliothécaire de la bibliothèque d'à côté, avec qui vous entendez bien et qui vous dit « Ah ben, je sais que tu lis jamais de science-fiction, mais tu devrais lire ce machin-là. » Et puis ça va peut-être le meilleur bouquin que vous allez lire de l'année, alors que vous ne lisez jamais de science-fiction. Donc ça, si vous voulez, Amazon vous suggérera jamais un bouquin de science-fiction, ou Netflix un film de science-fiction. Si vous n'avez pas vu... Alors par contre, dès que vous aurez vu 3 films de science-fiction, il va sans arrêt vous montrer les films de science-fiction. Donc la sérendipité. L'hypermnésie, qui est un sujet aussi... alors, moi, c'est un sujet qui me surprend beaucoup, parce que j'ai expliqué à mes étudiants, pendant des années, que dans les systèmes d'information, on gardait tout. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait détruire, puis que le disque, ça coûtait pas cher, qu'on n'en a rien à foutre, on garde tout, comme ça on est sûr qu'on ne jette pas de choses inutiles. En fait, ce n'est pas vrai. D'abord, stocker, c'est pas cher, mais stocker pendant longtemps, ça coûte très cher. Ça demande de faire des copies régulièrement, de faire des réplications, parce que sinon un disque peut casser, etc. Et puis, d'une certaine façon, ça coûte cher aussi, parce que quand vous faites une recherche dans votre mémoire est gigantesque et vous interrogez du bruit. Donc en fait, un bon système, c'est un système, et votre mémoire est un assez bon système de ce point de vue-là, votre mémoire oublie plein de choses. Pourquoi ? Pour que quand vous cherchez de l'information, vous la retrouviez. Et l'hypermnésie, c'est une maladie mentale grave. C'est les gens qui ne peuvent pas oublier. Donc, alors maintenant, comment on choisit quelle information garder ou pas, c'est un problème absolument, c'est un problème très compliqué, parce que vous ne savez pas de quoi vous allez avoir besoin dans 20 ans. Dernier point, où je zappe celui-là, pour laisser du temps aux questions. Oui, je zappe celui-là. Je termine donc par de la pub, Binaire, dont j'ai déjà fait la pub plusieurs fois, et puis un livre sur la gestion de données du web qui est en open source sur le web, qui est en PDF. Alors vous pouvez l'acheter, ça coûte cher, mais vous pouvez l'avoir gratuitement sur le web. Je vous suggère de le prendre gratuitement sur le web. Merci. Disons que j'ai mon propre PIM et j'utilise là pour acheter un livre sur Amazon. Alors pour cela, il demande mon adresse postale d'Amazon. Mais après, qu'est-ce qu'arrête Amazon de seulement garder mon adresse et pas supprimer pour la prochaine fois? Alors ça, c'est... aujourd'hui, on est dans un modèle où on est obligé de vivre avec l'existant. Donc ce que peut faire un PIMS avec un système existant comme Amazon, c'est essentiellement vivre avec et garder que tu aies au minimum toutes les informations que tu as sur Amazon. Donc en particulier ton adresse, ton numéro de téléphone, etc. Alors ça marche aussi pour les banques. Et ce qu'un système automatique peut faire, c'est qu'éventuellement tu pourrais le paramétrer pour que systématiquement il aille ensuite
donner une adresse bidon pour faire disparaître ton adresse si tu ne veux pas qu'il garde ton adresse sur Amazon. D'accord ? Donc c'est concevable puisque tout est automatique. Tu pourrais très bien... Il y a maintenant des systèmes, par exemple, qui donnent des numéros de carte de crédit utilisables qu'une seule fois. Donc comme ça, tu es sûr qu'ils ne pourront pas l'utiliser parce qu'en gros, on crée ton numéro de carte de crédit, tu achètes quelque chose avec, elle ferme. Elle n'est plus utilisable. Donc bon, ça c'est à la limite. Moi je pense aussi, mais on est un peu dans la science-fiction, que quand on aura suffisamment de gens qui sont concernés et des communautés de PIMS, des communautés de PIMS pourront aller négocier avec les entreprises en disant bah, nous on a un comportement qu'on aimerait bien, qui est tel comportement. Et si vous ne voulez pas, nous, on va conseiller à toute notre communauté de PIMS d'aller ailleurs. Donc je pense que c'est le principe de puissance des associations de consommateurs, mais on n'en est vraiment pas là. Pour l'instant, en gros, Facebook peut quasiment se permettre de changer toutes ces règles de privacy du jour au lendemain. Mais pas si simplement que ça, justement, d'ailleurs, puisqu'il y a une fois où ils l'ont fait, et il y a eu une levée de bouclier, et ils sont obligés de revenir en arrière. J'ai une question sur la start-up que tu as mentionnée tout à l'heure. Cozy Cloud. Oui, donc qu'est-ce que cette start-up vend? Alors, c'est une bonne question. Donc, ce qu'ils vendent, ils ont développé un logiciel qui te permet de faire du cloud, d'avoir sur le cloud toutes tes données personnelles, un certain nombre de données personnelles, donc ils ont une interface, etc. Et une chose qu'ils vendent, c'est qu'ils peuvent héberger ton application si tu le souhaites. C'est-à-dire que si tu ne veux pas t'embêter à installer ta machine, etc., ils vont héberger ta machine pour toi et gérer, ils deviennent ingénieurs système pour toi. Ça me fait penser à quelque chose d'autre, à un intérêt non conflictuel d'avoir un système de gestion des données personnelles. Ça pourrait être pour tous les acteurs de lutter contre l'obsolescence des données personnelles qui sont fragmentées. Donc si j'ai changé d'adresse, mon PIMS connaît ma nouvelle adresse que tel fournisseur de service ne connaît pas forcément. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais qui, pour moi, est... Alors, j'ai travaillé là-dessus, j'ai essayé de convaincre des industriels là-dessus. C'est que... Mais ça n'a jamais marché, ça s'appelait ActiveXML. C'était l'idée de dire, il n'y a aucune raison que vous ayez une chaîne de caractères qui soit mon adresse. Mon adresse, je la gère moi, c'est mon adresse. Et d'une certaine façon, ce que je vais avoir, c'est que je vais vous filer un service que vous appelez quand vous avez besoin de mon adresse. Et donc quand je change d'adresse, et je peux changer d'adresse toutes les semaines, même toutes les heures si je veux, vous appelez ce service et il vous donne votre adresse. D'une certaine façon, c'est pareil pour le numéro de téléphone. Vous appelez un service qui s'appelle le numéro de téléphone de Serge, et alors ça a un avantage, c'est que ça me redonne le contrôle sur mon adresse, sur mon numéro de téléphone, sur plein d'informations, ma photo. Si je veux changer de photo, je la change dans le service. Si je ne veux plus vous donner ma photo, ben je préviens mon système de plus vous donner ma photo, et donc quand vous allez l'appeler, le système va vous dire non. Si je ne veux plus vous donner mon numéro de carte bleue, ben le système va vous dire non. Donc je regagne le contrôle sur mes données. Mais on n'en est pas là. La question, c'est que pour l'instant, ces sociétés-là font à peu près ce qu'elles veulent avec vos données. Et éventuellement même faire des bases de données qu'elles revendent.